Hello hello tout le monde, je suis super contente. J'ai vu vos remarques à propos du podcast et j'étais contente, j'avais des bons retours et des petites critiques constructives, donc c'était plutôt sympa. J'ai quelqu'un qui m'a parlé de la qualité du son. Pour la qualité du son, ça va être compliqué de faire mieux parce que j'ai pas de matériel en fait, vraiment. Je fais le podcast avec mon téléphone dans ma voiture et pas chez moi parce qu'il y a trop de bruit. Donc là, c'est vraiment le maximum que je peux vous donner. Et peut-être que d'ici fin juin, enfin d'ici à ce que vous passiez le concours, j'aurai peut-être trouvé du meilleur matériel. Mais là, vraiment, c'est le maximum que je peux faire. Donc je suis désolée, mais voilà. J'ai eu d'autres remarques concernant le fait que ce serait assez intéressant si on avait différents témoignages. Évidemment, la personne a précisé que comme on était en confinement, bah, ce serait compliqué. Et je suis tout à fait d'accord et je trouve ça super intelligent. Donc je vais voir si je peux pas recueillir des témoignages audio et vous faire un petit montage pour vous présenter tout ça. Pour le reste des questions, soit je vais répondre dans des épisodes à part, soit je vais faire des vidéos un petit peu plus longues sur le sujet parce que je me dis que ça doit intéresser pas mal de monde. Et comme c'est un sujet, enfin des sujets qui sont assez généraux, on va dire, euh, ce serait plus intéressant donc de faire une vidéo longue, explicative. Parce que je prends vraiment le temps en fait pour vous faire chaque épisode. Je fais un script, j'écris vraiment les idées, après je regarde si c'est bien écrit, je regarde si j'ai bien mis tous les points, je fais quelques petites recherches en mode est-ce que ça existe vraiment, est-ce que ça peut être utile, etc. Donc c'est vraiment pas... je le prends pas à la légère, donc c'est pour ça que ça prend une semaine à sortir un épisode à chaque fois parce que des fois j'ai beaucoup de recherches à faire et surtout je recommence parce que je parle pas forcément super bien tout le temps. Il y a des moments où je mâche mes mots, il y a des moments où j'articule pas assez, enfin bref. Donc il y a plusieurs prises, des recherches à faire et ça prend du temps. Donc là pour aujourd'hui, je vous ai fait un épisode sur la procrastination et je me suis dit que ce serait super intéressant comme deuxième épisode. Pourquoi? Parce que bah, on est enfermé toute la journée. Au final, on sort pas beaucoup. Pour ceux qui ont des jardins, vous sortez un petit peu plus que les autres, mais bon, ça s'arrête là. Des fois, on va faire les courses, mais c'est pas la meilleure sortie de la semaine non plus. Enfin, c'est pas, c'est pas ouf. Et le fait de rester toujours à l'intérieur, bah on a tendance à se retrouver en patate dans notre canapé ou dans notre lit à regarder des séries, le temps passe, on est là genre oh mince, j'ai pas travaillé, bon bah je travaillerai demain. Ou alors on essaye de travailler mais on n'arrive pas à se concentrer. Et au final on fait pas ce qu'on veut, on fait pas ce qu'on devrait faire, on se met à stresser, on travaille pas, on stresse, on travaille pas parce qu'on stresse. Enfin bref, c'est vraiment, ça devient un cercle vicieux de ouf. Et donc, bah, j'avais envie de faire une vidéo sur la procrastination parce que je me suis dit que ça vous aiderait pas mal. Et ça m'aide aussi parce que j'ai fait, comme j'ai dit, des recherches et ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait certaines petites astuces plutôt simples qui pouvaient nous permettre de ne plus procrastiner et d'éviter qu'on ait du retard qui s'accumule encore et encore. Donc voilà, dans cet épisode, je vais vous expliquer étape par étape comment j'arrive plus ou moins à éviter la procrastination. Évidemment, ce sont mes conseils. Ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher sur vous. Après, vous pouvez essayer et même le mieux, ce serait que vous adaptiez en fait en fonction de ce que vous savez sur vous-même. Donc voilà. Alors, c'est parti pour la première étape. Dans quel domaine est-ce que vous avez envie d'arrêter de procrastiner? C'est le premier choix qu'il vous faut faire parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Évidemment. Peut-être que vous voulez vous mettre à ranger votre chambre, votre studio, vous voulez vous mettre au sport, vous voulez manger mieux, mais vous n'avez pas le temps pour tout faire. Et vous ne pouvez pas tout faire en même temps, aussi parce que quand vous faites un changement, ça induit un stress, et trop de stress c'est contre-productif, puisque trop de stress ça vous fait procrastiner. Donc là, c'est inutile de vous surcharger avec des tâches qui sont dans trop de domaines différents. Ce serait plus intéressant que vous vous concentriez sur une seule chose. Donc ici, la logique, ce serait de se concentrer sur le concours. Après, si niveau concours, vous êtes plutôt bien, et rares sont les gens qui s'estiment être prêts. Honnêtement, moi, je ne me suis jamais sentie prête pour aucun examen, mais si jamais vous avez l'impression d'être prêt et que vous avez envie de vous concentrer sur autre chose, faites ce que vous voulez. Mais globalement, là, moi, je vais surtout parler de comment se concentrer sur le concours. Donc voilà. Dans quel domaine voulez vous arrêter de procrastiner?
Deuxième étape, ça va être le bilan. C'est important de faire un bilan sur quoi? Sur votre état d'esprit. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes frustré? Bref, essayez de mettre des mots sur ce que vous ressentez dans la vie de tous les jours. Après, il y a aussi faire un bilan sur ce que vous avez découvert sur vous cette année. Est-ce que vous êtes plus du matin? Est-ce que vous êtes plus de l'après-midi? Du soir? Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de temps pour vous reposer après avoir mangé? Parce qu'on sait, là, la petite sieste à 14h après le kebab, là, on s'est dit, oh, c'est trop bien, on va manger et tout, on va se prendre un kebab et après on dort pendant 4 heures. On a presque tous déjà fait, je pense. Surtout ceux qui vont à la bibliothèque. Donc voilà, est-ce que vous avez besoin de beaucoup de temps pour vous reposer après avoir mangé? Est-ce que vous avez besoin à tout prix de votre dose de sport? Je sais que je connaissais des gens comme ça qui avaient à tout prix besoin de faire du sport dans leur semaine, alors que moi non, je ne comprenais pas cette obsession, vraiment ça me dépassait, ce besoin de se torturer à courir. Enfin, je comprends toujours pas. Mais il y a des gens comme ça qui ont besoin de leur dose de sport, ce qui est plutôt bien en soi. Hein. Écoutez, je ne juge pas. Mais voilà. Et enfin, donc le plus important là, ça va être de faire le bilan, comme j'ai dit, sur votre état d'esprit et sur ce que vous avez découvert sur vous cette année. Donc, ce que vous avez découvert sur vous cette année, ça va être... Le principe, ça va être d'identifier ce qui est essentiel pour vous la semaine, ce qui l'est moins, ce qui marche pas. Après, il va falloir faire un bilan, et je pense que ça va être le plus dur, sur ce que vous avez déjà fait et ce qu'il vous reste à faire. Le but de ce bilan, c'est absolument pas de vous auto-juger en vous disant « Oh mon Dieu, il y a une matière que j'ai pas finie, ça y est, c'est la fin du monde ». C'est plutôt vous dire « Bon bah voilà, ça je l'ai fait, ça je l'ai pas fait ». Vous faites votre bilan objectivement, parce que sinon après vous n'allez pas avancer. Et surtout, chacun a son rythme. Personnellement, j'avançais pas vite du tout. J'étais entourée de toutes les grosses têtes là qui finissaient en haut du classement. Et voilà, moi j'avançais lentement, j'avançais à mon rythme, mais j'avançais quand même, donc ça me faisait pas aussi peur que ça. Donc voilà. Personnellement, donc pour faire ce bilan sur ce que j'avais à faire, ce qui me restait à faire dans le programme et ce que j'avais déjà fait, j'avais une feuille. Donc une feuille avec les UE, les noms des chapitres, le nombre de fois que j'avais vu chaque chapitre. Et donc à côté en fait de chaque chapitre, je faisais des petits traits. Et comme ça, je voyais ce que j'avais déjà beaucoup trop vu, ce que j'avais pas vu du tout, et ce que j'évitais parce que ça me faisait peur. Donc par exemple, moi au premier semestre, ce qui me faisait super peur, c'était l'histologie. Donc je voyais très bien sur ma feuille que l'histologie, il y avait un gros blanc à côté des chapitres et que je les avais vus une fois, pour la plupart, voire 2 fois. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, j'ai mis le paquet à la fin du premier semestre de mon année pour avoir vu l'histologie 3 ou 4 fois par chapitre parce que vraiment, j'aimais pas ça. Donc je me suis dit, autant vraiment y aller. Et comme ça, j'aurai tous les détails. Et forcément, à la fin, quand on connaît très bien quelque chose, on finit par aimer. Hein. Mais voilà. Donc toutes les informations que vous avez prises là pour faire votre bilan, elles sont super importantes parce qu'elles vont vous permettre de partir sur une base stable pour planifier votre journée. Maintenant, la troisième étape, ça va être de planifier, mais de planifier correctement. Maintenant que vous avez déterminé les premiers éléments, on va commencer par planifier le travail. Donc vous pouvez planifier comme vous voulez, mais pour que la méthode fonctionne, il y a quand même plusieurs règles à respecter. Il ne faut pas planifier trop et il ne faut pas planifier trop précisément. L'idéal, ce serait de se fixer un maximum de tâches. Donc moi, en ce moment, je sais que je procrastine énormément. Donc je me suis fixé un maximum de 3 à 4 tâches à faire dans la journée. Et donc je ne mets pas d'horaire précise. Voilà, je laisse place un peu à l'imprévu. Je fais ce que je veux. Comme ça, je ne me sens pas frustrée quand je vois que, oh mon Dieu, à 10h, j'avais ça à faire et je ne l'ai pas fait. Et il est 14h et ça y est, ma journée, elle est foutue. Non, il me reste encore du temps dans ma journée, donc je peux finir mes tâches. Donc pas trop et pas trop précisément. Il ne faut pas planifier trop loin dans le temps. Un maximum de 3 jours, je pense que c'est largement suffisant. Parce que le problème quand on planifie trop loin dans le temps, c'est qu'on a l'impression de jamais finir notre programme. On a l'impression dès qu'on a raté une tâche que c'est la fin du monde et que tout le reste du programme il est à jeter à la poubelle. Enfin c'est vraiment pas bien. Donc le mieux ce serait de planifier un maximum de 3 jours. Pour moi c'est suffisant. Et en ce qui me concerne, donc je faisais mon planning la veille pour le lendemain.
Chaque soir, après avoir fini, je faisais mon petit planning et tout, et puis voilà. Ça me finissait ma journée. C'était une manière pour moi de mettre fin à mon travail et d'entrer dans un autre moment de ma journée qui était me préparer à aller me coucher, me détendre un petit peu, enfin voilà. Ensuite, il faut planifier intelligemment. Vous n'allez pas mettre une tâche qui demande beaucoup de réflexion si vous vous endormez après le déjeuner, par exemple. Vous n'allez pas planifier une tâche à 8h30 du matin alors que vous vous levez tous les jours à 11h. C'est juste contre-productif. C'est même pas sympa envers vous parce qu'en fait, je sais pas, vous vous forcez à faire des trucs que vous n'avez pas envie de faire et ensuite vous vous en voulez parce que vous l'avez pas fait. Donc c'est c'est un peu bizarre. Mais et surtout, c'est pas génial pour vous, quoi. Euh, la dernière règle, c'est garder un registre de ce que vous avez fait et donc garder vos anciens plannings que vous aurez remplis au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre travail. Et au bout de 3 jours, vous allez voir que vous serez super content du travail que vous avez effectué. Et en fait, le fait de garder ces plannings et le fait d'écrire chaque jour ce que vous allez faire ou ce que vous avez fait, ça, ça a un effet sur le cerveau et en fait, ça a un effet addictif, apparemment. J'ai lu des trucs comme ça, écoutez, j'ai fait quelques petites recherches, j'ai lu des articles scientifiques sérieux, hein, je vous assure. Et j'ai même vu en stage à l'hôpital qui faisait ça, mais pour des exercices de rééducation. Et ça marchait plutôt bien. Donc, perso, j'ai testé, ça marche sur moi. Est-ce que ça va marcher sur vous? Bonne question. Mais vous pouvez essayer. Et donc voilà, si vous considérez que vous avez fait trop de planning dans votre vie de P1, et ça m'est arrivé, j'ai fait une overdose de planning, vraiment c'était insupportable, je les avais en horreur, je voulais même plus voir de dates, de trucs comme ça parce que j'étais à bout. Vous pouvez essayer une autre méthode que j'ai appelée le reverse planning ou l'agenda inversé dont j'ai déjà parlé au début de l'année à ceux qui étaient venus au SPR. Et ce serait plutôt d'écrire ce que vous avez fait dans la journée au lieu de ce que vous avez à faire en vous fixant toujours un minimum de tâches à faire. Donc maintenant que vous avez mis le travail dans votre planning, après avoir respecté les règles, etc., vous pouvez passer au divertissement et à tous les trucs qui sont autour, que ce soit le sport, cuisiner, regarder des séries, trucs comme ça. Vraiment, quand je dis divertissement, c'est tout sauf la passesse. C'est le seul moyen de vous reposer, selon moi, intelligemment, parce que si vous faites des trucs à propos de la passesse, si vous allez prendre une douche par exemple, et que dans votre douche vous avez les formules de la passesse sur le mur, c'est pas du repos. Si vous allez aux toilettes et que vous les avez sur la porte des toilettes et que vous les regardez pendant que vous êtes aux toilettes, c'est pas du repos non plus, et c'est même, selon moi, de la torture. Mais chacun fonctionne comme il veut. Moi je sais qu'on m'avait conseillé d'accrocher des trucs dans mes toilettes, j'ai dit jamais de toute ma vie. Quand je vais aux toilettes, je vais aux toilettes. Donc voilà. Maintenant que vous avez fait ça, il faut faire attention en fait à la gestion de votre énergie. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que vous aimez beaucoup faire du sport, mais que quand vous faites du sport, vous êtes incapable de faire vos 4 tâches après, préférez plutôt faire le sport après les 4 tâches. Si vous êtes plutôt de l'après-midi quand vous travaillez et que, je sais pas moi, le matin vous vous réveillez mais bon vous n'êtes pas très efficace, peut-être que le matin vous préférez plutôt vous détendre et ne pas travailler. Enfin, c'est vraiment des petits trucs comme ça qui font que au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez bien organiser votre journée, ça va bien se passer, et même à la fin de la journée, vous serez content. Moi, je m'étais tellement bien organisée, je ne me souviens pas exactement de comment j'ai fait, comment se passaient mes journées, mais globalement, mes journées, c'était vraiment toujours la même chose. C'était une méga routine de 2 fois 6 mois. Et il était arrivé un moment où j'étais tellement contente de comment j'avançais, de ce que je faisais, etc., que j'étais contente d'aller me coucher. Et ça n'est jamais arrivé de toute ma vie. J'étais contente d'aller me coucher parce que je me disais, ah, c'est trop bien, après on sera le lendemain et tout, et je vais recommencer. Et ça, c'est un truc. Bon, ça m'est arrivé une fois, hein, je vous avoue. Je sais pas si c'est genre l'illumination ou un truc comme ça, et après c'est reparti, mais c'était. Non, c'était une bonne période de ma vie, malgré la passesse. Donc, on continue. Étape 4, se mettre au boulot. Le plus dur, c'est de commencer. C'est vraiment une phrase cliché, mais c'est la vérité à 2000%. Le plus dur, c'est de commencer. C'est de se mettre au travail. Et comment est-ce qu'on se met au travail? La première étape pour se mettre au travail, ça va être de se concentrer. Donc il faut en moyenne 20 minutes pour se concentrer sur une tâche.
Ce qui veut dire que si dans les premières 20 minutes où vous êtes en train de faire un cours, vous vous levez pour aller faire un truc, vous regardez votre téléphone, vous regardez la télé qui est allumée en face de vous, vous discutez avec quelqu'un qui est dans la pièce, c'est mort. Parce que à chaque fois, vous allez être déconcentré, à chaque fois les 20 minutes elles vont recommencer et à chaque fois vous aurez du mal à vous donner à fond dans ce que vous êtes en train de faire et à bien comprendre ce que vous êtes en train de lire. Bref, vous allez perdre du temps. Donc moi, la meilleure solution que j'avais trouvée quand vraiment j'étais obligée de travailler chez moi, c'est que je prévenais les gens autour de moi que s'ils voulaient me parler, c'était pas maintenant parce que je travaillais. Et je sais très bien que s'ils m'avaient adressé la parole, je leur aurais parlé parce que j'aime trop parler. Voilà, c'est pour ça que je fais un podcast, j'aime trop parler. Donc je savais très bien que si on m'adressait la parole, c'était fini. J'éteignais mon téléphone parce que, pareil, j'aime bien parler aussi par message et tout. Et voilà, après je me perds sur Insta, je me perds sur YouTube. Et après, il y a 1 heure qui est passée et après, ma vie est fichue. Bref, donc j'éteignais mon téléphone. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Ah oui, et sur mon ordinateur, parce que maintenant sur les ordinateurs on peut recevoir les messages, les trucs comme ça et tout. Si je pouvais, j'enlevais internet, j'enlevais la wifi parce que j'en avais pas besoin. Sinon, j'ai un mode avion, enfin je sais pas, mon ordinateur c'est un peu un truc génial et du coup j'avais plein de fonctionnalités différentes, mais le but en fait c'est de réduire au maximum les distractions. Une fois que vous vous êtes concentré, il faut que vous soyez bien installé aussi. Ça c'est super important. Donc d'après mes recherches, le mieux c'est d'être assis confortablement sur une chaise et de préférence devant un bureau ou une table. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des recherches qui ont montré que quand on est assis de cette manière, on a le cou qui est bien placé, la tête qui est bien placée, etc. Et ce sont des muscles qui, en fait, participent à l'éveil. Et ces muscles-là, d'après ce qui est écrit, vous aident énormément à vous concentrer et ça a un impact sur la mémoire. Donc le mieux, c'est pas d'être dans son canapé ou dans son lit à moitié allongé ou même assis bizarrement sur sa chaise, c'est vraiment assis comme on sait s'asseoir sur une chaise et devant une table. Après, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui marche pour moi. Si ça ne marche pas pour vous, ne le faites pas. C'est vraiment adaptez-vous. Si cette partie-là, elle vous sert à rien, ne vous en servez pas. Personnellement, je suis incapable de travailler dans mon lit, je finis tout de suite par dormir. Et voilà, j'ai besoin d'être un minimum, on va dire, inconfortable, entre guillemets, pour rester éveillé et pour rester bien concentré. Et donc c'est pour ça que je m'assois sur une chaise devant une table. Ensuite, une fois que vous êtes au travail, ne travaillez pas trop longtemps. 2 heures maximum par session, c'est vraiment pour moi le maximum, dans le sens où après 2 heures, votre concentration elle est plus trop. Voilà, c'est pas ouf. Donc 2 heures, c'est plutôt bien. Et après, quand vous avez fini ce que vous avez planifié, vous avez le choix. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez. Si vous ne voulez pas en faire plus, vous pouvez aussi. Ça dépend totalement de vous. Moi, je sais que cette technique, je l'utilisais. Enfin, une grande partie de cette technique contre la procrastination, je m'en servais depuis le mois d'août de mon année. Et en fait, il est arrivé un moment où vraiment il y a des matières que j'avais déjà vues pas mal de fois. Et donc, je me permettais de faire des pauses dans le sens où je me disais, voilà, j'ai fini ce que j'ai planifié dans ma journée. En sachant que, personnellement, vers la fin du semestre, j'arrivais vers 6 à 7 tâches par jour. Parce qu'après, on peut augmenter, au fur et à mesure, on a la concentration qui s'améliore, etc. On peut augmenter le nombre de tâches. Donc moi, j'arrivais à 6-7 tâches par jour. Après ça, je me disais stop, j'arrête et je fais autre chose. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, quand vous avez fini, vous avez le choix. Soit vous en faites plus, soit vous arrêtez. Et c'est vraiment une question que vous devez vous poser chaque jour et vous devez être honnête avec vous sans fuir le travail. C'est est-ce que vraiment je suis fatiguée, j'ai envie de faire autre chose, ça me saoule? Ou est-ce que, ça va, je peux bien faire un truc de plus? Au pire, même si c'est un truc, je sais pas moi, à la fin de la journée, j'avais plus tendance par exemple à faire des QCM parce que ça m'amusait de voir que je pouvais répondre aux questions et tout, j'étais grave contente et puis comme ça m'entraînait et je prenais des automatismes. Donc voilà, faut s'adapter comme je vous ai dit, faut planifier intelligemment. Étape numéro 5, célébrer. Et ouais, c'est vraiment un truc auquel on pense pas assez. Je trouve qu'on se récompense pas assez. Personnellement, en passage, j'avais zéro limite. Les gens qui disent oui, vous allez aller en passage, vous allez devenir gros.
comment vous dire que je m'en fichais, mais comme jamais. J'étais une bouboule, je mangeais des napolitains, je mangeais des gâteaux, je mangeais des kebabs, j'allais au McDo, je vivais au Burger King. À chaque fois, vraiment, qu'on me faisait une remarque en me disant ouais, mais quand même, t'as pris du poids et tout, j'ai dit ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, c'est comme ça que je me récompense. Bon, après, c'est pas la meilleure des techniques de récompense, même nutritionnellement parlant, mais comme je vous dis, on peut pas tout gérer en même temps. Vous pouvez pas être sur tous les fronts, vous pouvez pas devenir genre la meilleure meuf ou le mec fitness et tout, et en même temps avoir votre passesse, et en même temps avoir un prix Nobel de la paix. Vous pouvez pas tout faire en même temps. Donc personnellement, c'est comme ça que je me récompensais. Après, vous pouvez célébrer d'une autre manière, hein. Vous pouvez mettre la musique à fond, vous mettre à danser, vous pouvez, je sais pas moi, faire une petite séance de 10 minutes de bronzage au soleil, enfin des vieux trucs, hein. Regarder un film, regarder une série, manger des bonbons, mais juste, soyez fiers de vous. Et c'est ça qui va vous faire avancer, c'est le fait de reconnaître que vous faites du bon travail. Donc voilà. Et maintenant, l'étape 6, le plan d'urgence. Pour toutes les situations qui pouvaient mal se passer. Parce que je suis le genre de personne à trop réfléchir. Qu'est-ce que je faisais? Des plans d'urgence. J'avais un cahier où il y avait écrit chaque situation, la façon dont elle se passait et comment je répondais à cette situation. Exemple. Que faire en cas de blocage sur une tâche? Vous pouvez diviser la tâche en petits morceaux et répartir les petits morceaux sur plusieurs jours. Moi, c'est ce que je faisais avec oh, pardon. mes fiches d'histologie. Donc vraiment, quand j'avais les fiches là, de mes 10 sup qui faisaient 140 pages et qu'il fallait les diviser, bah des fois, les fiches, elles étaient divisées en 8. Mais j'ai quand même eu ma passette. Donc, ne culpabilisez pas s'il y a des gens qui voient la fiche en 2 heures et vous la voyez en 6 jours. Je vous assure que ça marche quand même, vous l'aurez vu. Que faire si malgré tout ce que vous faites, vous n'arrivez pas à vous concentrer? Dans ces moments-là, il est évident que quand on a un manque de concentration, c'est soit qu'on est fatigué, soit qu'on est préoccupé. Donc préoccupé, c'est fatigué aussi, mais fatigué mentalement. Et dans ce cas-là, il faut se reposer. Et par se reposer, je parle d'un vrai repos. Donc je vais faire un podcast après sur ça, sur se reposer plus tard. Mais là, je vous donne des petits tips vite fait. Ce serait idéalement de faire des siestes, des bonnes nuits de sommeil, donc des vraies nuits de sommeil, des nuits qui sont entre, je crois que c'était 7 heures à 10 heures par là, parce que quand on dort trop, c'est pas bon non plus, et quand on dort pas assez, bah, c'est pas bon. Donc dormir plus, en faisant des siestes, des bonnes nuits de sommeil, manger des vrais repas. C'est vrai que je parlais des kebabs et tout ça tout à l'heure, mais nutritionnellement parlant, c'est pas génial. Vraiment pas, et ça vous rend lourd et tout, donc essayez de faire le plein de vitamines, je sais pas, manger des oranges, du citron, des bananes, des concombres, enfin essayez de varier votre alimentation quand même pour vous sentir mieux. Je dis ça après, bon moi je l'ai pas forcément fait parce que voilà, j'habitais à côté du Burger King, écoutez, la vie est du jeu, mais faites ce que je dis parce que je fais. Donc mangez des vrais repas. Essayez de boire moins de café ou de thé. C'est assez important. Moi, je sais que j'avais une consommation de café qui était dangereuse, dirons-nous. Et faites attention d'ailleurs les suppléments de vitamines, etc. qu'on peut vous donner. Regardez la composition parce que des fois, en fait, c'est du café, c'est de la caféine. Voilà. Donc, c'est peut-être ça aussi qui vous empêche de dormir si vous dormez mal la nuit, je vous le dis. Et donc, avec tous ces petits tips, je peux vous assurer qu'après 1 ou 2 journées de repos, vous serez d'attaque. Et oui, en passesse, vous avez le droit de prendre 1 ou 2 journées de repos d'affilée. Il y a une fois où je me sentais vraiment pas bien, où j'étais vraiment mal, j'ai pris 3 jours. C'est vrai que c'est beaucoup, mais dites-vous que ce temps que vous avez l'impression de perdre, les 3 jours, c'est toujours moins que le temps que vous allez perdre à passer des jours sur vos cours où vous n'allez pas vous concentrer et où vous allez vous sentir mal. Donc, si vraiment vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Et ça, d'ailleurs, c'est la réponse à une question qu'on m'a posée dans le sondage que j'ai envoyé et que je vais rajouter d'ailleurs dans la barre d'infos si jamais vous avez envie d'envoyer vos questions vous aussi. Reposez-vous si vous avez besoin de vous reposer. Vraiment. Et s'il y a besoin, je vais faire aussi, mais je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs, je me répète, une vidéo sur ça. Sur comment se reposer correctement, avec comment prendre des pauses, etc. Mais voilà. Encore un autre plan d'urgence. Que faire si je panique trop et que ça m'empêche de me mettre au travail? Bah,
moi je me suis rendu compte que quand je paniquais, ça faisait un peu un cercle vicieux dans le sens où je panique en me disant oh mon dieu, cette tâche elle est horrible. Et du coup, je la commence pas parce qu'elle a l'air monstrueuse. Et au fur et à mesure, elle a l'air de devenir de plus en plus monstrueuse. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, dès que je panique à propos d'un truc, soit je suis en train de faire quelque chose et du coup, bah, je vais pas interrompre ce que je fais pour aller faire cette tâche parce que c'est stupide. Et je l'écris sur un bout de papier en me disant c'est la prochaine tâche que je fais quand j'aurai une tâche à faire. Donc ça veut dire si il vous reste des tâches dans la journée, au pire vous remplacez vous remplacez une des tâches que vous avez à faire par cette tâche-là. Sinon vous la reportez à demain. Et ouais, c'est un peu une manière de procrastiner intelligente, mais voilà. Et après, dès que vous pouvez la faire, mais vraiment dès que vous pouvez la faire, vous vous jetez dessus, vous la commencez et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si horrible. Et oui, encore une fois, je parle de l'histologie. Même si vous n'avez pas histologie ce semestre, moi c'est vraiment la matière qui m'a traumatisée. Elle est restée sous mon lit pendant tant de temps, j'ai vécu dans le déni, je vous assure. Aïe 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 aïe. Bref, voilà, j'ai fini pour cet épisode sur la procrastination. J'avoue, je me suis un peu lâchée, j'ai pété un câble, mais ça me fait marrer. Puis je me dis, ça va vous faire plaisir, donc voilà. Et puis, bah, on se revoit au prochain épisode. Il est fort possible que ce prochain épisode soit une réponse aux questions que vous m'avez posées. Pas toutes, parce que comme j'ai dit, il faut que je fasse des recherches, etc. Et ça prend du temps, donc il y en a certains qui n'auront pas leur réponse tout de suite. Mais je vous assure que j'ai tout lu. Donc sachez que l'utilisation de cette technique ne va pas être facile dès le début. Et comme j'ai dit, je ne vais pas vous mentir, la passer c'est pas facile. Donc je vais pas vous dire ouais tout ira bien dans le meilleur des mondes, yalla yalla. Pas du tout. Non, ça va être difficile. Mais à partir du moment où on sait que c'est difficile et où on a accepté que ça va être difficile, on peut surmonter cette épreuve, il y a zéro souci. C'est vrai que la passesse c'est vraiment pas un truc, c'est pas Disneyland. Mais il y a des gens qui l'ont fait avant vous. Vous êtes en train de le faire et il y a des gens qui le feront après vous. Et ces gens-là ont réussi. Donc il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas votre chance.